Il m'a dit ah non mais personne l'a fait. Et j'ai dit non mais c'est pas ma question. Je me rendais pas trop compte de ce qu'il fallait. J'ai fait un peu au pif. Et de partir comme ça, genre en tente, par -20, et tout, ça fait pas marrer beaucoup de monde apparemment. Dans ma tête, c'était que j'avais perdu mon indépendance. J'ai quand même passé 3 semaines à prier pour qu'on me coupe la jambe. Au début, le problème c'est vraiment juste il faut que j'arrive à remarcher. Garra. Ouais, bon après j'ai pas été très sage, mais enfin moi j'ai un petit peu du mal avec des aventuriers qui partent en Arctique pour après dire oui, les glaciers fondent. En vrai, à la base, pourquoi tu voulais être astronaute? Mais au final, on revendique pas que les hommes ils perdent leurs privilèges, il faut juste avoir même, faut partager quoi. Voilà quoi, tu vois, c'est ça le problème. Bienvenue dans ce 5e épisode d'Européenne, le podcast qui vous parle de femmes d'Europe. Je suis Estelle et j'interroge à travers l'Europe des femmes inspirantes, courageuses et insolentes. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une discussion avec l'aventurière catalane Monica Bayus. Bonne écoute. Monica Bayus, si je ne me trompe pas, ou plutôt Nika, puisque je crois que c'est comme ça que tu aimes que l'on t'appelle. Tu es née le 3 mai 1985 et tu grandis à Barcelone. Tu es une fille d'ingénieur et c'est donc assez rapidement que tu vas te tourner vers des études scientifiques. Tu entames donc un parcours remarquable puisqu'il va se diriger vers l'Université de Barcelone, puis Polytechnique à Paris et enfin Berkeley en Californie, très proche de la Silicon Valley. Tes études et ton parcours brillant te permettent d'atterrir au Brésil pour l'un de tes premiers jobs en tant qu'ingénieur. Et en fait, c'est là que tu arrives au pays de la samba et de la culture de la plage. Et donc, malgré que ce soit la raquette que tes parents aient mis dans tes mains assez tôt, tu vas devenir accro au sport d'eau et notamment au kitesurf. Dès lors, tu maîtrises ce sport et ton esprit d'aventurière décide de se lancer un défi. Parcourir plus de 1000 km sur la côte brésilienne en kite. Défi que tu relèves et qui te permet en 2017 d'accéder au fameux titre des Guinness World Records. Bravo. Et puis, c'est sur cette lancée que tu envisages un nouveau record dans ton pays d'origine, en étant la première à traverser la mer entre Barcelone et Majorque en kite. Mais la veille du départ, en 2019, tu vas être victime d'un grave accident de moto, lors duquel tu frôles la mort. S'ensuit une année de rééducation, et grâce à ton mental d'acier, tu réussis à envisager un nouveau projet et une nouvelle aventure. C'est donc dans ton lit d'hôpital, et à moitié sur ton fauteuil roulant, que tu as cette idée d'expédition au plus proche du cercle polaire. C'est donc là que Lapland Explorer est né, et c'est l'une de tes dernières plus grandes expéditions. Aujourd'hui, je te reçois à Annecy, dans le cadre du festival Femmes en montagne, et donc de la diffusion de ce film. Est-ce que tu peux nous parler de cette expédition ? Merci de m'avoir invité déjà. Donc de l'expédition à Laponie, tu veux que je te parle de ce qui s'est passé pendant ou de la préparation? Tu peux me parler? Moi j'ai eu une question justement hier, j'ai demandé sur mon compte Instagram s'il y avait des questions pour une exploratrice en kite. Ah. Et moi j'ai eu une question, on va la poser tout de suite. Quelle est la préparation physique pour une telle expédition par exemple? Alors moi j'avais focalisé surtout sur l'endurance. Et vu que mon pied il souffre beaucoup quand je fais beaucoup de marches ou je cours beaucoup, je faisais beaucoup de vélo et du ski de rando. Et du coup, avant de partir, j'avais quand même fait 2 mois, j'aime pas du tout ça, mais j'avais fait quand même pas mal de renforcement musculaire parce que il fallait tirer une luge et je savais pas trop combien ça allait peser. En fait, j'avais jamais fait ça, donc je savais pas trop. Du coup, j'avais fait un peu de renforcement musculaire aussi. Voilà, mais j'aime pas ça. Mais parfois, il faut savoir faire des sacrifices pour arriver à ses objectifs. Ouais, après, je me rendais pas trop compte de ce qu'il fallait. J'ai fait un peu au pif. Non, mais j'avais un entraîneur qui m'a aidé avant. Et donc, il m'a dit, fais un peu de renforcement musculaire et puis, fais de l'endurance. Ça a fonctionné. Mais d'ailleurs, il me semble que tu aimes bien t'entourer des bonnes personnes. Et tu en as beaucoup parlé dans les interviews que j'ai pu lire au sujet du Lapland Explorer. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette équipe et de comment tu t'es entourée? Alors moi, quand l'idée m'est venue, c'était un peu comment on dit en anglais, du wishful thinking, tu vois, c'était genre tu vas aller en Laponie, traverser la Laponie, c'est bien sympa, mais j'avais jamais vraiment dormi sur la neige sous tente, je savais pas vraiment. J'avais vécu 6 ans au Brésil, donc moi le grand froid je connaissais pas du tout. Et s'il y a un truc que j'avais appris quand même quand j'étais à l'hôpital, c'était que il fallait demander de l'aide. C'était quelque chose qui n'était pas inné pour moi. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, ok, si je suis là-bas toute seule, il faut que je sache me soigner si jamais des problèmes, ou genre si j'ai des débuts d'engelure, comment est-ce qu'il faut gérer. Et du coup, j'ai contacté, il y a un service de médecine d'expédition et de haute montagne en Valais,
Du coup, je les ai contactés, je leur ai parlé de mon projet, et puis la personne qui s'occupe de donner des formations, mais ils font surtout des formations pour des scientifiques qui partent en Antarctique, des trucs comme ça, mais ils partent avec toute une équipe médicale. Du coup, il m'a dit ah non mais ces formations c'est pas trop adapté pour toi, mais viens. Du coup, il m'a invité chez lui, puis il m'a fait la formation chez lui, Super. genre en une après-midi. Donc j'ai pris plein de notes, je me suis dit bon bah j'espère que j'aurai rien. Mais au moins j'avais je savais ce qu'il fallait mettre dans mon kit de premier secours et dans mon en termes de médicaments, etc. Donc ça d'une part, et d'autre part c'était comment est-ce que là-bas sur place en fait en termes de matériel tout ça, moi je savais pas trop. Donc j'ai contacté des Lapis, c'est une école de snowkite qui est en Laponie, un peu plus au sud. Je leur ai dit mais j'aimerais bien, moi je veux traverser la Laponie, j'aime bien les expéditions, etc. Et ils m'ont dit non mais je dis bon là nous on fait l'événement, il y a que 50 km donc c'est pas assez, mais par contre au plus au nord il y a une zone qui est beaucoup plus éloignée, etc. Et puis je connais quelqu'un qui y allait, donc comme ça je suis arrivée à un autre gars qui m'a présenté un autre mec, et donc celui-là c'est Mika, celui qui apparaît dans la vidéo. D'accord. Et qui lui, je lui ai dit je voulais traverser de la Finlande jusqu'en Norvège, et il m'a dit ah non mais personne l'a fait. Et je dis non mais c'est pas ma question. Tu n'as pas compris. Je dis mais non mais je sais pas si quelqu'un l'a fait. Mais je dis moi je voulais aller explorer par là-bas et tout. Est-ce que tu penses que c'est possible? Il me dit je sais pas trop. Moi la première zone en Finlande il connaissait assez bien. Voilà, et donc du coup avec lui il m'a aidé à faire toute la liste de matériel. Et il y a un autre explorateur français d'ailleurs qui habite en Suède qui m'a dit, il avait fait quelques petits trips en kite, etc. avec sa femme, et donc je lui avais demandé des conseils pour le matos. Voilà, il m'a partagé un fichier Excel mais trop sympa, genre avec les différents matériels. Ces personnes-là elles m'ont beaucoup aidé avant dans la préparation, et après il y avait un groupe d'anciens collègues et un très bon ami qui est aussi mon ex qui faisait un peu le support, un peu le groupe de support pendant. Et donc moi j'avais juste un téléphone satellite, un Garmin satellite où je pouvais juste envoyer des messages, et donc il m'envoyait les prévisions météo tous les matins, donc je pouvais recevoir et envoyer des messages. C'est tout. Et appeler les secours, cliquer sur appuyer sur un bouton et ça appelle les secours de là où tu es. D'accord. Et donc j'avais ça. Alors, assistance, oui, du coup, il y avait une équipe derrière toi, mais tu as quand même fait le choix de partir seule pendant cette expédition. Est-ce que c'était un vrai choix, justement, de le faire en solo ? Alors... Tu veux la réponse courte ou longue ? Écoute, on a le temps. Non, alors... C'était un projet qui était né un petit peu, c'est sur un petit rêve que j'avais quand j'étais à l'hôpital, donc c'était un projet un petit peu perso. À vrai dire, quand je commençais à préparer, j'avais essayé de contacter quelques personnes, mais en fait, je connaissais personne dans mon entourage qui, déjà, ça fait marrer ce genre de choses, et qui faisait du kite et du ski, et de partir comme ça, genre en tente, par -20 et tout, ça fait pas marrer beaucoup de monde apparemment. Ou alors je suis pas très sympa et les gens ne veulent pas venir avec moi, je sais pas. Moi je pense que je serais sur l'option 1 en perso. Je sais pas. Et donc du coup au bout d'un moment je me suis dit écoute, si tu veux le faire attends pas sur les autres. Et donc je me suis organisée pour. Après j'étais quand même assez, il y avait aussi un côté où je me dis je sais pas du tout jusqu'où mon pied va tenir, donc quelque part je me sentais pas trop d'embarquer d'autres personnes dans une expé qui était quand même assez perso pour moi, et c'était quelque chose que je voulais faire pour les autres, un peu ceux qui sont en rééducation, etc., pour donner pour dire une fois t'acceptes, parce que pour moi le plus dur c'était d'accepter ce qui s'était passé. Donc une fois t'acceptes, en fait il y a un monde d'opportunités qui s'ouvre, et en fait je pensais que ça c'était important parce que moi j'avais pas eu vraiment de référence quand j'étais en convalescence, mais dans le fond vraiment je le faisais vraiment pour moi, bien sûr, et surtout parce que j'avais beaucoup galéré d'une certaine façon quand j'étais à l'hôpital, où j'étais très dépendante. Dans ma tête, j'avais perdu mon indépendance. Voilà. Et donc je voulais récupérer mon indépendance, etc. Et donc du coup je me suis dit je vais me prouver à moi-même que je peux me débrouiller toute seule. Et donc c'était un petit peu comme ça que c'était parti. Bon, à la fin, j'en suis revenue en disant j'ai compris la différence entre être autonome et être indépendant. Oui. Et donc en fait l'indépendance je veux pas la récupérer parce que j'étais pas vraiment indépendante, j'avais quand même tout un groupe de personnes qui m'ont aidée, mais par contre l'autonomie oui, mais l'autonomie je l'avais déjà quand j'étais en rééducation, donc j'ai appris ça quand même. En fait t'as vraiment appris que la frontière peut-être entre les deux est mince, mais que finalement être seule dans toutes les circonstances
ça vaut pas forcément le coup. Ouais, et... en fait, moi, je me sentais pas seule. J'étais juste seule physiquement là-bas, mais je me sentais pas seule. T'as eu des gens qui ont été autour de toi, qui t'ont aidé justement à part. C'était une de mes questions parce que faut quand même une sacrée résilience. Je pense que alors on entend partout ce mot en ce moment, résilience, C'est la machin. mode. C'est la mode. Mais Monique ou Nika, si je puis me permettre. Je pense que toi tu peux en parler, tu vois, parce que vraiment l'accident. Donc moi j'ai regardé le film avant de venir justement. Et tu l'expliques bien, en fait, tu passes à 2 doigts de la mort et l'une des premières vidéos où on te voit, c'est tu te réveilles et tu dis bon, bonne nouvelle, je suis vivante. Ouais. Et comment justement Je l'avais envoyé à mes copains. c'est simple. Le lendemain, je dis bah voilà la bonne nouvelle, je suis vivante. Okay. Ah bah, les copains, ils ont dû recevoir ça. Bon bah dis donc, C'est clair. quelle aventure. Ok, mais ouais, mais justement, comment tu passes de la bonne nouvelle, c'est que je suis vivante à je vais partir en Laponie en autonomie pour quelques jours quoi. Alors. C'était pas donc comme je disais pour moi la partie la plus dure c'est l'acceptation donc moi j'ai quand même passé 3 semaines à prier pour qu'on me coupe la jambe parce que moi je me suis retrouvée avec un ballon de foot à la place de mon pied donc ils m'ont reconstruit mon talon avec ma cuisse donc c'était énorme enfin c'était vraiment un gros truc puis je regarde je dis ok et donc quand je parlais de références etc moi j'étais dans mon lit d'hôpital je me dis voilà si l'alternative c'était qu'ils me coupent la jambe enfin d'être amputé. D'accord. Je me dis moi des amputés au JO t'en vois plein donc je me dis tu peux faire quand même plein de trucs quand t'es amputé moi avec ce ballon de foot à la place de mon pied je sais pas ce que je vais pouvoir faire et je connaissais personne qui a eu ça donc j'ai quand même passé 2-3 semaines en me disant je préfère qu'ils me coupent la jambe au moins j'ai un peu des références tu vois. Jusqu'à ce que c'est rigolo l'histoire parce que rigolo il y avait au même moment où j'étais à l'hôpital il y avait un ami qui était dans le même hôpital qui avait un cancer. Et du coup, il m'envoie un message, il me dit finalement j'ai décidé de donner un nom à mon cancer, j'ai décidé de l'appeler Tchernobyl, comme ça je sais contre qui je me bats. Je me dis mais c'est une bonne idée. Ok, je vais donner un nom à mon talon, parce que voilà, genre mon nouveau gros talon. Et donc j'ai décidé de l'appeler Wakatao, et donc c'est un guerrier maori, une légende, un guerrier maori qui aimait faire voler des cerfs-volants et qui était né d'une transformation miraculeuse au fond de la mer ou je sais pas quoi. Et donc je me suis dit ok, je vais l'appeler comme ça. Et du coup en fait à ce moment-là c'est con dit comme ça mais en fait je me suis dit c'est à ce moment-là où je l'ai un peu adopté comme si c'était moi j'ai pas d'enfant donc c'était comme si c'était mon enfant donc je parlais de mon talon de Wakatao et donc en le personnifiant comme ça en fait ça m'a vachement aidé dans l'acceptation. Il me dit maintenant à partir de maintenant voilà c'est comme ça donc à toi de savoir ce que tu veux en faire soit tu continues de prier pour qu'on te coupe la jambe tu pourras toujours te la couper la jambe donc essaye de voir où est-ce que tu arrives avec ça c'est d'une part et une fois je l'ai accepté en fait le reste j'arrivais à voir dans le futur et du coup moi je me connais j'ai besoin d'une direction ou d'un objectif donc les gens souvent ils disent mais ça devait être super dur à l'hôpital, la clinique et tout. Ouais, c'était dur, mais pour moi c'était peut-être moins dur que d'autres moments parce que j'avais un objectif et je savais où j'allais. Peut-être que j'y arrivais, peut-être j'y arrivais pas, mais je savais dans quelle direction j'allais et puis du coup comme je pouvais mettre toute mon énergie dedans, quelque part il y avait pas de flou, il y avait pas de bruit et donc c'était tout concentré là-dedans. Et du coup pour moi ça l'a rendu plus facile. Et donc du coup la Laponie c'était ça en fait j'avais un peu dans l'arrière de ma tête en me disant j'aimerais traverser quand j'avais fait le nord du Brésil après je m'étais dit ce serait cool sur la neige aller en Islande je sais pas j'avais déjà l'idée de la neige l'Islande je sais pas il y avait un truc avec l'Islande je trouvais ça assez magique quoi, comme endroit et tout et du coup quand j'étais à l'hôpital je me suis dit maintenant t'es en Suisse donc t'entraîner sur l'eau ça va être plus compliqué mais peut-être sur la neige et je sais pas pourquoi je me suis dit peut-être la Laponie c'est plus simple que l'Islande je suis pas sûre mais en pratique parce que ça avait l'air un peu moins l'Islande c'est très feu glace vent machin c'est un peu très extrême bon en pratique la Laponie un peu aussi mais ça a l'air les paysages ils ont l'air un peu plus doux quoi en Laponie j'ai l'impression voilà ça c'est alors allez voir le film pour les gens qui écoutent vraiment regardez le film parce que doux je sais pas si on peut parler d'une expédition douce non mais donc voilà et donc du coup je me dis peut-être je vais commencer par la Laponie et puis comme j'ai aussi trouvé Mika et ces gens-là qui m'ont aidé en fait je me suis dit go c'est parti mais après bon ça a mis quand même
du temps, hein, depuis que j'étais à l'hôpital jusqu'à ce que ça s'est réalisé. Au début, le problème, c'était vraiment juste, il faut que j'arrive à remarcher, à mettre une chaussure. Enfin, c'était déjà... Oui, parce que alors tu parles de ton pied Wakatao. Ouais. Et justement dans les interviews, etc., parce que je me suis renseignée, tu dis que tu peux pas mettre de chaussures classiques. Ouais. Voilà, donc que tu dois les... Donc, j'ai une sandale. En fait, je coupe mes baskets et je les transforme en sandales. Et dedans, je mets une semelle orthopédique. Okay. Mais aujourd'hui, tu peux marcher, tu peux quand même refaire des activités sportives, ouais, je peux etc. tout faire. Tu fais tout, ok. Je fais tout. Ce que je fais beaucoup moins, voire presque pas du tout, c'est de la course à pied. Mais en pratique, je peux. Mais c'est juste que la facture est très chère après. Et puis, vu que j'ai jamais trop aimé ça m'arrange. Ah, quel dommage. Une belle excuse. Non, mais bon, parfois, moi, j'aimais bien faire des raids multisports, d'aventure et tout. C'était un peu le seul truc de compétition que j'ai un petit peu aimé. Mais du coup, là, j'en fais pas parce que quand tu fais plusieurs jours pieds mouillés, secs, avec des... Enfin, voilà. Alors, après la Laponie, j'ai eu une plaie ça m'a mis 1 an à la fermer. Donc, d'accord. Ok, donc, oui, parce qu'on la voit justement dans le film. Tu commences à t'inquiéter un petit peu. Tu dis, je vois qu'il y a des choses qui se passent sur le pied. Tu continues quand même. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose que cette expédition, elle est restée marquée pendant un petit moment. Ouais, bon, après, j'ai pas été très sage, mais... Elle avoue tout. Non, bon. Donc, je l'appelais, c'était pas très beau. Et puis après, en fait, 2 semaines après la Laponie, je suis partie avec ma sœur faire la Titan Desert. C'est une course à vélo dans le désert. Et donc, je suis pas sûre que passer de -30 à +50, ça lui ait fait trop du bien. Et puis comme j'avais aussi une sandale, en fait, il y avait le sable et tout qui rentrait. Donc voilà, je suis pas été très 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 sage, mais... Ouais, c'est marrant que tu parles de ta sœur justement, parce que donc, dernièrement, t'as fait une aventure avec elle, il me semble. Ouais, alors juste après ça, donc l'année dernière, on a fait beaucoup de trucs, mais donc on a fait la course au Maroc. Et du coup, après, elle me dit, mais j'aimerais bien voyager, enfin, que tu m'amènes, genre, voyager un peu comme toi tu aimes, genre en expé et tout. Je dis, ok, tu vas aller où? Du coup, elle me dit, j'aimerais bien aller en Islande. Du coup, on est allé en Islande, mais l'été. Ok. Et on a traversé l'Islande du nord au sud à vélo, en autonomie avec elle, enfin, avec des tentes et tout. Elle m'a dit, mais plus jamais je reviens. Annulé. Plus jamais. Ok. Elle a pas accroché. Elle aime bien l'hôtel. Enfin, elle aime bien. D'accord. Mais moi, c'est pas finalement l'hôtel, j'aime bien. Moi, ça me gênait pas du tout. Ouais. D'accord. Parce que l'expédition au Maroc, c'était aussi en autonomie Non, au Maroc, c'était une course type un truc très organisé. C'était des colonies de vacances pour adultes dans le désert, quoi. Enfin, ouais, d'accord. C'était pas de l'expédition. Non, pas du tout. Et puis récemment, cette année, il y a une série télé en Catalogne. Du coup, on a regardé, en fait, il fallait traverser par groupe de 2. C'était un mélange entre Koh-Lanta et Pékin Express. Donc, par équipe de 2, il fallait traverser les Pyrénées d'ouest en est. Et donc, il y avait des épreuves. Enfin, là, on a filmé ça au mois de juin et c'est sorti la semaine dernière. C'était les premiers épisodes. Ok. Et donc, voilà. Super. Mais je vais pas faire de spoiler. Non, on va rien dire de toute façon. Voilà. C'est sous-titré en français, si jamais. Ah, ok. Je pense. Donc, le nom, c'est La Travessa. La Travessa. La Travessa. Ok. C'est sur la télé catalane. Voilà. Donc, mais bon. C'est pas vraiment une expé, c'est la télé. Donc, entre la télé et la réalité. Ouais, alors oui, justement, voilà. Tu dis que t'aimes bien faire le parallèle entre réalité et expé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que t'entends derrière faire ce parallèle-là ouais, alors, moi j'aime bien faire le parallèle, mais je pense que ça vaut aussi pour la vie. Mais je le fais comme je fais pas mal de conférences dans des entreprises, je le fais souvent, je rentre le jeu de business game, voilà, le jeu du business, et d'une expédition, en fait. Et je dis, finalement, c'est pas si différent. Dans les 2 cas, il y a des règles du jeu qui peuvent changer au cours du temps. Il y a les joueurs, potentiellement, ils peuvent aussi changer. Et puis, les conditions environnementales ont un gros impact sur ce qui va se passer. Ensuite, il y a le fait aussi que le but, c'est pas d'être numéro 1 sur un critère qui finalement est arbitraire. Genre, si t'es numéro 1 sur la revue Forbes, enfin, je sais pas, ils prennent quoi? Ils prennent que tes employés soient contents, ils prennent ton EBITDA, ils prennent le chiffre d'affaires, enfin, c'est un critère qui est arbitraire. Et donc, le but, c'est pas d'être numéro 1 ou de gagner, le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Après, il y a aussi la question qu'en fait, rester statique, donc le statu quo, en fait, c'est la mort assurée. Moi, si je sors pas de ma tente, même s'il fait froid, en fait, au bout d'un moment, j'aurai plus de bouffe,
voilà, mourir. Et puis l'entreprise, si elle se réinvente pas, si elle innove pas, en fait, elle va mourir aussi, genre comme Nokia ou Kodak. Voilà. Ouais, et donc du coup, je fais un peu le parallèle en disant qu'en fait finalement c'est pas si différent et que si on fait le parallèle aujourd'hui avec l'écologie, la planète, etc. Tu te dis en fait t'as une série de ressources qui sont limitées et ton but c'est pas d'être premier ni d'être le meilleur, c'est juste de survivre le plus longtemps possible. Et donc pour ça il faut avoir des ressources pour pouvoir avancer et puis faire en sorte que ce que tu fais subsiste pour que les prochains ils prennent. Le but c'est pas de tout claquer en 2 ans et puis après avoir plus rien. Donc voilà, donc finalement je me suis dit c'est pas si différent. Oui, non, mais le parallèle est très juste et c'est vrai qu'on voit pas souvent les choses comme ça. Toi, tu le fais dans les écoles, dans les entreprises. T'as quel accueil justement quand t'expliques un petit peu ce parallèle-là? J'aimerais plus aller dans des écoles. C'est vrai, ok. J'ai dernièrement fait beaucoup plus dans les entreprises. Et puis en fait, c'est surtout parce qu'ils viennent et me demandent est-ce que tu pourrais parler sur le développement durable et tout. Et du coup, moi, au début, j'étais un petit peu gênée parce que je dis mais... Enfin, voilà, chacun fait ce qu'il peut et puis on est plus ou moins sensibilisé. Mais je pense pas être un exemple, ni pouvoir donner des leçons à qui que ce soit sur ça. Voilà, si vraiment... personne n'est parfait, mais si vraiment j'étais irréprochable sur le sujet, j'aurais pas pris l'avion pour aller en Laponie, pour faire ça là-bas. Enfin, moi j'ai un petit peu du mal avec des explorateurs ou des aventuriers qui partent en Antarctique ou en Arctique pour après dire oui, les glaciers fondent. Mais il suffit de rester dans les Alpes. Voilà. On a tous vu le scandale de Zermatt dernièrement. Oui, voilà. Ça c'est encore un autre niveau. Mais genre suffit de rester. Non, mais même dans les Alpes. Même pour explorer. Ouais. Mais même pas d'un point de vue d'explorer, mais d'observer en fait que ça change. T'as pas besoin d'aller en Arctique pour voir que l'Arctique fond quand t'as les montagnes qui sont en train de s'écrouler dans les Alpes, quoi. Donc l'impact, on le voit beaucoup moins loin que chez nous. Et du coup, voilà, je me dis, mais moi, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Mais par contre, du coup, j'avais trouvé un peu ce parallèle et je me dis, voilà, c'est intéressant de le voir comme ça, où au final, moi, je leur dis, ma situation quand je suis là-bas, elle est pas si différente de la vôtre tous les jours. Il y a une question peut-être d'engagement ou de risque ou de perception de risque, mais c'est pas si différent de la façon de voir les choses. Donc, voilà, c'est plutôt ça. Donc en général, ils aiment bien. Parce que je leur donne pas la morale, tu vois, je leur fais pas la morale, Non, mais c'est intéressant et je pense que justement, je parle beaucoup des sciences, de ton attrait justement pour ce domaine-là. Donc, ton père était ingénieur. Est-ce que il t'a un petit peu poussé à être ingénieur ou qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la jeune Monica Alors, la jeune Monica, elle avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire. Ok. Comme la plupart des jeunes. D'ailleurs. Exact. Et donc, du coup, j'avais la chance que le système d'éducation tel qu'il était fait m'était assez adapté dans le sens où c'était relativement, sans beaucoup d'efforts, je réussissais à avoir des bonnes notes. Donc, ce qui était quand même prisé, d'une certaine façon. Mon père, non, mais bon, on avait quand même à la maison, mon père, il avait repris l'entreprise de mon grand-père. Donc, quand on était petit, on allait travailler quand on était petit là-bas. C'est une entreprise textile. Donc, on allait l'aider et tout. Enfin, l'aider. Je pense qu'on allait gêner plus qu'autre chose, mais il nous emmenait là-bas. Il vous montrait, comment on travaille. On organisait des factures, des trucs comme ça. Mais, et du coup, peut-être que dans la tête un peu vu que lui, il avait repris l'entreprise de mon grand-père, on s'était dit, après, c'est nous, enfin. Ouais. Est-ce que vous êtes toutes les deux avec ta sœur, ça? On est 4. Ah, vous êtes 4, d'accord. Ouais. Enfin, j'étais la grande. Ah, j'avais oui, peut-être donc un petit avantage. Ou pression. Ou une pression, ouais. Une pression. Ouais, je pense que j'étais au lycée français à Barcelone. D'accord. Et donc, tu sais comment c'est le système français, donc si t'es bon, tu vas en prépa. Et puis, on m'avait beaucoup poussé les profs pour que je fasse les dossiers pour aller en prépa, que j'avais fait. Et puis, juste avant de partir, je lui ai dit non, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'aller en prépa. Et du coup, je suis restée à Barcelone. D'accord. J'ai fait un cursus où tu pouvais faire 2 diplômes d'ingénieur. Enfin, ils sélectionnaient 20 élèves de toute l'Espagne. Tu pouvais choisir 2 diplômes d'ingénieur et tu faisais les 2 en même temps. Et c'était un peu adapté et tout. Donc, j'avais commencé à faire ça. Mais parce que j'ai pris génie industriel parce que c'était le plus général. Enfin, je me dis, moi, mon but c'était toujours de garder les portes ouvertes parce que choisir c'est renoncer. J'ai beaucoup de mal avec renoncer. Tu es de cette team. Toujours du mal avec ça. Okay. J'en suis plus consciente, mais c'est quand même, c'est encore un peu compliqué. Donc voilà, c'était. Je dis pas qu'il faut faire ça, justement pas. Parfois, je me dis ce serait quand même beaucoup plus simple d'avoir un truc plus précis. Parce que genre faire ça toute ta vie. Mais bon, j'aime bien diversifier les plaisirs. Je te trouve très modeste. Ah bon? Parce que y a quand même quelque chose que j'aimerais qu'on aborde. Tu as préparé le concours pour devenir astronaute.
Oui. Et si tu devais donner 3 raisons pour lesquelles tu as lancé cette aventure dans l'astronomie, lesquelles ce seraient? Alors, 3 ou 4 ou 5, ouais. hein, mais vraiment Comment les ça s'est raisons... passé? Je peux expliquer comment ça s'est passé. Ouais. En fait, quand ils ont ouvert les candidatures, j'ai reçu par plusieurs biais d'amis à moi, on me disait, ah, mais Monica, c'est pour toi. Et moi, je leur dis, mais écoute, moi, je vais jamais bosser dans le spatial. Donc, ok, c'est cool d'aller sur la Lune et être astronaute et tout, mais voilà. J'ai dit, mais bon, je vais quand même regarder à quoi ressemble le job. Bien sûr. Et du coup, je me suis un peu renseignée, et puis j'ai vu qu'en fait, c'était un mélange d'aventure, d'inspirer les jeunes, de science, d'utiliser des grandes machines, et puis dans un milieu multiculturel, donc une aventure humaine qui est importante. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, c'est tout ce que j'aime, et en plus, t'es payé. et donc du coup, j'ai postulé, mais voilà, comme 24 000 autres personnes, donc j'ai quand même passé du temps à faire ma lettre de motivation, quand même, j'ai fait les choses bien. Et puis après, j'ai commencé à passer des étapes. Et donc, à chaque fois que tu recevais de fil en aiguille, il me semble que t'es arrivé... Au bout d'un moment, on n'était plus que 90, dont 4 Espagnols. Parce qu'après, au bout d'un moment, c'est des quotas de pays. D'accord. Et donc, on n'était plus que 4 Espagnols dans les tests médicaux. Et donc, on était 2 garçons, 2 filles. Et voilà. Puis après, j'ai pas passé les tests médicaux à cause des séquelles de l'accident, à cause de mon pied. Et du coup, Sarah, l'autre fille, elle a été prise. Ok, excellent. Et donc, du coup, il y a Pablo et Sarah, donc 2 Espagnols. Quand on était à 4, il y a quand même 50% de chance. Puis après, voilà. Au fond de moi, je pense que si j'avais passé les tests médicaux, j'étais prise, mais bon. Mais maintenant, ça sert plus à rien. Ouais. Tu regrettes pas l'aventure, j'imagine que ça devait être hyper riche. Mais dès le début, les gens me disaient, mais avec ton pied, je dis, écoute, mon pied, moi, je peux pas changer. Donc, si j'arrive aux tests médicaux, déjà, ça va être ouf. Après, une fois, t'arrives, tu commences à y croire. Et là, du coup, tu prends une grosse claque quand même. Bon, après le deuil. Ouais. Voilà. Maintenant, je me dis, bon, ok, je suis pas astronaute, mais je connais des astronautes. C'est vrai que pas tout le monde peut le dire. Hein. Donc, et puis maintenant, je parle un peu avec eux, et je vois les entraînements qu'ils font, et je suis trop jalouse. Je dis, mais c'est trop bien, votre truc. Je peux venir, moi aussi, je peux venir. Ok. Et, surtout que, j'avais quand même l'impression j'ai pas l'impression que physiquement, ça me limite, avec les trucs que j'arrive à faire quand même. D'accord. Donc, mais bon. Frustration. Ouais, mais que j'y peux rien, finalement. Et si justement, s'il y a des jeunes femmes là qui nous écoutent et qui ont un petit peu envie de se lancer là-dedans, qu'on fait un peu d'ingénierie, mais pas forcément de spatial, tu leur dirais quoi s'il y avait une nouvelle candidature qui s'ouvrait? Faut y aller. Bon. Non, mais ne serait-ce que l'aventure humaine, les gens que tu rencontres pendant le processus et tout, c'est assez extraordinaire. Et après, voilà, il y a Samantha Cristoforetti, donc l'astronaute italienne. Oui. Quand ils ont ouvert le processus, elle disait, c'est l'endroit le moins douloureux pour échouer, parce que de toute façon, presque tout le monde va échouer. Il y a 5 places, donc 5, et cette année ils ont pris des réserves, donc il y en avait 12, mais bon, sur 24 000. Ouais, c'est vraiment minime. Et il y a quand même une partie de chance aussi pour arriver jusque là. Mais non, mais je dirais que faut y aller. De toute façon, dans le job d'astronaute en soi, t'as pas besoin d'avoir de connaissances dans le spatial, plus que t'aimes te dépasser, que t'aimes l'aventure humaine surtout. Maintenant, c'est beaucoup plus de relations humaines que techniques. Il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Ouais, il y a une grosse médiatisation autour des astronautes et comme tu dis, il y a beaucoup de pédagogie en fait dans leur métier et ils sont là pour parler aussi et prendre la parole. C'est des personnages publics maintenant, donc. Mais même Sarah donc Pablo, les 2 Espagnols, donc Pablo a été pris comme astronaute de carrière, donc il est en train de faire l'entraînement, et Sarah comme réserve. Donc Sarah, elle fait pas l'entraînement. Mais en Espagne, c'est genre... Là, l'autre jour, j'ai parlé avec elle me dit, mais écoute, moi, parce que on m'avait contacté pour faire une conférence, on me dit, mais ils veulent un astronaute, donc je lui dis, est-ce que tu veux y aller? Elle dit, mais moi, jusqu'à l'année prochaine, j'ai genre 3 événements par jour, et à côté, elle a son job, et elle, elle a plein de prix, elle est médiatisée. Mais elle est vachement médiatisée en Espagne. Dans les autres pays, moins, donc elle, en Espagne, mais donc c'est cool, parce que, tu vois, moi, je pense que c'est important, la représentation. Oui, je sais, tu m'as un petit peu parlé de ça. Justement, donc tu dis, il faut y aller. Par exemple, tu parlais aussi des modèles que tu n'avais pas à l'hôpital pour des gens qui ont des convalescences un petit peu particulières. Est-ce que toi, tu as déjà eu des modèles féminins qui t'ont fait rêver? J'ai eu des modèles féminins. Alors, fait rêver, elle avait mon âge, mais je trouvais que... elle l'a toujours. Elle s'appelle Laia Sanz.
En fait, c'est peut-être parce qu'elle était du village à côté de moi, mais elle était très 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 forte en moto trial. Tu vois, elle gagnait même avec les garçons et tout. Et du coup, moi je trouvais ça, mais c'est cool parce que tu vois, c'est pas souvent. Moi, je me souviens, au tout début, quand je voulais jouer au foot, donc jouer au foot dans la cour de récré, les premières fois, t'étais toujours la dernière à être choisie. Puis après, quand tu vois comment tu joues, après t'es des premiers. Mais juste parce que t'es une fille, tu passes déjà en d'emblée, dernier. faut déjà prouver. Il y a déjà tous ces préjugés et tous ces biais quoi qu'on a. Et donc du coup, je pense que c'est des personnes comme ça qui arrivent à casser des plafonds de verre et qui il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui montre que c'est possible au début. Et après, pas de temps parce que c'était des femmes, mais il y a une surfeuse hawaïenne, je pense, qui avait perdu son bras quand elle avait genre un requin avait mordu son bras, et puis quand elle avait 10 ans, un truc comme ça, et puis elle est revenue, elle a adapté sa planche, etc. Elle est revenue surfer, et puis elle est allée jusqu'au circuit mondial avec un seul bras. Ouais. Moi, j'ai du mal à me lever avec mes deux bras. Donc, c'est pas la seule. Je te rassure. Bon. Non, mais ok. Peut-être que je vais essayer avec un bras. Il faut arrêter de vouloir se faire amputer dans tous les sens. Non, mais oui, je pense que c'est important cette représentation et représentativité aussi. Justement, j'avais une question. Donc, le but, c'est de voyager avec le podcast et puis de rencontrer des femmes un peu de partout. Toi, t'es originaire de la Catalogne et d'Espagne, du coup, a fortiori. C'est comment le féminisme en Espagne? Si tu devais le dépeindre, voilà, faire un petit peu un état des lieux. Ça fait longtemps que je suis pas en Espagne, mais c'est quelque chose qui est devenu très politisé, je pense. Et du coup, ça a été utilisé par la gauche et par la droite et sorti un petit peu du contexte. Et du coup, il l'utilise un peu plus comme arme électorale qu'autre chose. Du coup, après, pour moi, enfin ça c'est mon avis à moi, mais le féminisme, c'est genre, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Pour moi, c'est juste ça représente juste l'égalité de chance, et pas juste homme-femme, mais genre avec toutes les minorités, etc. Donc c'est un peu une façon de combattre tous les biais, tous les préjugés, tous les privilèges acquis, juste parce que on est né homme blanc, enfin je sais pas, ça c'est classique, mais et du coup tout ce qui est orientation sexuelle, etc. C'est mis dedans. Donc tout le collectif LGBT par exemple, il s'associe beaucoup au féminisme finalement, parce que c'est quand même plus facile d'être un peu tous sous le même drapeau, mais finalement on subit un peu tous les mêmes choses. Et puis dernièrement, avec la suite à la victoire de l'Espagne en Coupe du Monde, Rubiales, donc ça a pris quand même une autre dimension. Bien sûr. Et voilà, mais moi je trouve ça génial mais par contre c'est quand même une charge qui est encore portée par ceux qui ont déjà beaucoup de choses à porter, donc par les femmes ou par les collectifs, par les minorités. Donc finalement, c'est les joueuses de foot aujourd'hui qui, en plus d'être joueuses de foot, il faut qu'elles soient, qu'elles se mouillent et qu'elles portent un peu cette bataille sociale. Et il faut bien que quelqu'un le fasse. Et donc c'est très bien qu'elles le fassent, mais c'est encore plus de responsabilité par rapport à juste un joueur mec de foot. Bien Tout sûr. ce qu'il a fait, c'est jouer au foot, quoi. C'est vrai. On lui demande pas de s'engager ou de... Quoique, il y a certaines on leur a demandé, ouais, mais... Alors oui, par contre, le retour... On leur a demandé de dire, ça va. Mais c'est très facile quand on est dans une position de confort de vouloir la protéger. C'est... Et justement, les femmes, elles reçoivent ça comme... Enfin, moi, j'ai beaucoup les cours d'espagnol, où on a vu certains mouvements sociaux. Moi, j'ai un préjugé de l'Espagne qui est quand même très engagé sur tout ce qui est mouvement social, etc. J'ai les maires de la place de Mai en Argentine. Enfin, vraiment des trucs hyper engagés, et puis souvent portés par des femmes. Est-ce que tu penses que justement, les femmes espagnoles s'engagent peut-être plus qu'ailleurs ? En tout cas, plus que en Suisse, là où j'habite maintenant, c'est sûr. Bon, la Suisse, c'est pas une référence en termes d'avancement social. Et c'est un peu le revers de la médaille, je pense, du fait qu'ils votent pour tout. Donc, c'est très bien pour certaines choses, mais pour les avancées sociales, je pense que ça les freine beaucoup. Et l'Espagne, je sais pas si les femmes espagnoles, elles s'engagent plus qu'ailleurs. Je sais qu'elles sont très engagées, mais après, je sais pas, pas si plus qu'ailleurs. Je sais pas. Quand j'étais à Berkeley, là-bas, c'est quand même un peu le berceau des mouvements sociaux. Et des choses qu'aujourd'hui, ici, on reconnaît même pas comme des problèmes. Enfin, ou
on a du mal à reconnaître, genre le racisme, Ouais. par exemple. On se dit non, mais je suis pas raciste. Tout le monde est raciste, faut juste arrêter. Donc au moment où tu vas l'accepter, Oui, peut-être qu'on ça. pourra faire quelque chose. C'est des conversions là-bas qui sont beaucoup plus avancées, mais ils sont beaucoup plus forts à en parler en fait. faire quelque chose. Et il y a beaucoup de non-dits, j'ai l'impression, en Espagne et en Europe en général. Hein. Mais après, d'un autre côté, je trouve qu'en Espagne, autant il y a des mouvements sociaux qui sont en avance par rapport au reste de l'Europe, autant il y a eu des élections récemment, et puis il y a des droits qui ont été acquis, et qui sont, à chaque fois qu'il y a des élections, ils sont remis en question. Genre le mariage pour tous, etc. Mais je dis, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de remettre en question tout ce qu'on a gagné les dernières années. Et voilà, c'est des batailles que tu gagnes, mais en fait, t'es jamais sûr de le garder, parce que tu mets des années à obtenir quelque chose, et puis tu peux le perdre du jour au lendemain. Donc, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça, je pense que... Alors oui, il y a une charge, et c'est majoritairement les minorités qui sont victimes d'injonctions de discrimination qui la portent. Mais il faut quand même... Je pense que c'est bien d'en parler, tu vois, justement, pour pas oublier qu'on a quand même des droits, et puis il faut les protéger, en fait. Hein. L'avortement, aux États-Unis, on voit bien qu'on... voilà. En France, alors... des grandes annonces, mais on attend toutes de voir. Enfin, je pense qu'il faut vraiment pas oublier, et du coup ça fait du bien d'entendre un discours, voilà. De dire, c'est de pas oublier que c'est une charge non plus, parce que je pense qu'il y a un vrai épuisement militant parfois de se dire on milite, mais c'est lourd, et ça peut ça peut quand même avoir un impact. Ouais. Et après, je pense que avec le féminisme, il y a aussi c'est aussi perçu par certaines personnes comme des menaces. Ouais. Parce que ça menace une stabilité et un confort de certaines personnes. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est d'arriver à trouver, enfin, de pas tomber dans l'extrême, ni de l'un ni de l'autre. Mais au final, on revendique pas que les hommes, ils perdent leurs privilèges. Il faut juste avoir les mêmes. Faut partager, quoi. Voilà, quoi, tu vois. C'est ça le problème. C'est ça. Mais je me retrouve, même dans un environnement de travail, aujourd'hui, je me retrouve avec des hommes, moi je suis misogyne et fière de l'être. Ok, voilà, comment te dire, tu réagis pas parce que de toute façon ça sert à rien, mais c'est quand même dommage qu'on le risque, c'est qu'ils perdent justement des jeunes femmes talentueuses, et qui sachent dire, écoutez, vous êtes fiers, moi je m'en vais, et puis je vais aller voir ailleurs, et il y a quand même un risque. Après, j'ose espérer, que tout ce travail, et puis que les jeunes générations vont prendre un peu de hauteur. Justement, j'ai une question, est-ce que t'as un premier souvenir de féminisme qui te viendra en tête? Alors peut-être, moi quand j'étais petite, inconsciemment, moi je voulais être un garçon, parce que les garçons ils avaient le droit de jouer au foot, voilà, ou les garçons ils avaient le droit de faire X ou Y. Et je me souviens avec ma sœur, avec celle avec qui on était allé faire la course à vélo en Islande et tout, on était petites, et puis il y avait quelqu'un qui était venu, je sais pas s'il nous donnait un cours d'anglais, je sais plus exactement. Et puis avec ma sœur, déjà on voulait avoir juste des maillots de bain en short pour pouvoir, parce qu'on trouvait ça plus cool. Bah ouais. les petites évidemment, culottes, en même temps, voilà. les petites culottes, voilà. Et donc on voulait ça. Et puis la personne, quand elle est sortie, elle dit à ma mère, écoute, alors elles m'ont dit qu'ils s'appelaient Georges et Jean. Mais j'ai rien voulu dire, mais quand même, putain, c'est pas possible, ils ont pas fait ça. Voilà. Et peut-être que c'était juste, c'était inconscient, mais c'était dans ma tête, c'est genre, mais pourquoi eux, ils ont le droit de faire des choses que moi j'ai envie de faire, et j'ai pas le droit parce que je suis une fille, tu vois. Ouais, donc en prenant le prénom d'un garçon, tu vous êtes dit avec ta sœur, mais en fait, on va faire comme eux après. Voilà, exact. Ok. Mais attends, mais ça, on l'a fait juste avec, c'est ça. Je pense que ma mère, elle a dû nous dire quelque chose après, mais. Mais voilà. Bon, c'est ça. On voulait pas. On nous donnait des poupées, on les cassait, on les donnait à la voisine, et on voulait des voitures. Enfin, c'était juste parce que on trouvait ça injuste. Je pense que ça a bien changé, mais peut-être que c'est un début de féminisme. C'est les premières rébellions féministes. Peut-être. Et justement, est-ce que tu peux me dire, dans ta langue maternelle, pour qu'on puisse un peu entendre de catalan, la phrase que tu as le plus entendue petite? Ah. Mais igual, si guanyeu o perdeu, el que vull és que lluiteu. C'est ça. Qui veut dire? Ma mère, elle dit, moi ça m'est égal si vous gagnez ou vous perdez, je veux juste que vous vous battiez. Voilà. C'était surtout quand on jouait au tennis, et puis elle ne supportait pas de nous voir sur le terrain, genre en mode nonchalant et tout. Et donc du coup, elle dit, mais je m'en pousse, tu gagnes. Garra. C'était le mot, c'était genre lutte comme ça. Vas-y, quoi. Ça t'a aidé justement, un peu plus tard à te dire ce que je le fais jusqu'au bout, et... Je pense, et que du coup, ça
c'est dans les veines. Du coup, ça venait de... Ouais, forcément. Depuis qu'on était tout petit. Puis il y avait aussi un autre truc que du coup, je sais pas si ça m'a autant aidé. C'était ma mère surtout. Elle ne voulait pas nous voir sans rien faire. Donc il fallait toujours qu'on fasse un truc, donc on était surstimulés. Donc toujours genre soit étudier, soit jouer, soit machin, mais genre sans rien faire, elle ne supportait pas. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours du mal aujourd'hui à me dire je suis fatiguée, bah je vais juste me reposer. Ah bah non. Et donc je suis pas sûre que ce soit bon. Ok. Bah écoute, justement parce que moi je voulais qu'on en parle de cette hyperactivité au féminin un peu là. On sent que voilà, que t'es tout le temps pleine de projets, pleine d'idées. J'imagine que donc t'as fait l'émission Catalogne Catalogne, qui était pas en Catalogne, dans les Pyrénées, avec ta sœur. J'imagine que t'as... Hein? C'était en Catalogne. Ah, c'était en Catalogne. Mais côté espagnol. Ouais. Ok. On a les Pyrénées aussi en Espagne quand même. Oupsie. Ça y est, on va arrêter là. Tu pourras couper. Et en fait, j'imagine qu'en fait, t'as déjà d'autres projets. Est-ce que t'arrives justement à gérer un petit peu tout le temps cette hyperactivité, quoi? Oui, j'ai d'autres projets. Après, ce qui se passe, du coup, et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Okay. Mais c'est que je me dis, en fait, j'ai plein d'idées, enfin, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Et du coup, vu que souvent, j'arrive pas forcément à choisir, sauf s'il y a un truc que genre, je veux vraiment faire, là, c'est bon. Mais quand je suis pas très, très sûre, en fait, finalement, au lieu de choisir moi, les autres choisissent à ma place. Okay. Et je pense que ça, c'est pas cool. Enfin, c'est pas que c'est pas cool, c'est bien. Enfin, je pense que c'est quand même bien sorti. Mais je pense que d'être capable de renoncer à certaines choses et choisir et faire des choix plutôt que soit que les choix ils soient faits à ma place, soit que finalement comme j'ai beaucoup fonctionné à l'opportunité, finalement c'est quelqu'un d'autre qui choisit à ta place. On t'a mis juste la carotte devant au moment où tu dis c'est pas mal et tu vas là-bas parce que finalement il y a quelqu'un d'autre derrière et du coup cette espèce de complaisance, enfin de vouloir complaire ou plaire aux autres, finalement ça t'empêche d'être authentique ou intègre par rapport à ce que toi tu as envie de faire. Voilà. Donc c'est un peu ça avec quoi je lutte en ce moment. Okay. T'es peut-être tiraillée entre plusieurs choix en ce moment. Non, mais je me suis retrouvée il faut que j'arrive à dire stop à certaines choses parce que pour revenir sur le truc d'astronaute, en fait quand j'ai reçu le non, après le deuil, je me suis dit ok, en vrai à la base, pourquoi tu voulais être astronaute? Enfin pourquoi est-ce que ça t'a attiré? Et du coup, je me suis redit la même chose. Voilà, c'était un mélange d'aventure, d'inspirer les jeunes, de machin. À aucun moment, il y avait Lune, Mars, satellite, rien. Enfin, c'est cool, mais c'était pas vraiment le cœur du truc. Je me suis dit, ok, en fait, j'ai pas besoin d'être astronaute pour, essayer de lier la science, l'aventure, l'inspiration des jeunes, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé à bosser sur un projet de série télé où c'était un peu c'est pas sorcier, mais au lieu d'un truc un peu plus plateau, utiliser des expéditions pour faire un peu de pédagogie sur des sujets scientifiques. Et l'idée est venue du film justement de la Laponie. Quand on l'a fait, je me suis dit mais moi j'ai pas envie que ce soit genre one more skip video on YouTube, tu vois. Enfin voilà. Je me suis dit en fait il y a plein de choses qui me sont arrivées que tu peux arriver à expliquer avec des concepts scientifiques. Je me dis ce serait quand même une excuse trop cool déjà tu montres aux jeunes, donc si tu veux genre le fait que ce soit une femme etc, finalement t'as rien besoin de dire, les jeunes ils le voient, donc ça marche pas quand tu le dis, c'est des biais qui doivent bosser dans l'autre sens de tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et donc du coup j'ai bossé avec une petite boîte de production en Espagne pour monter un projet. Et donc eux ils étaient moi j'avais dit plus ou moins l'idée, les différents projets que j'envisageais etc, et puis eux, ils ont mis un peu le côté plus scénario. On l'a pitché à une beaucoup plus grosse boîte de production en Espagne pour faire, qui avait des liens avec Netflix, etc. Et donc pour l'instant, c'est un petit peu, ça avance pas trop. Et je suis pas sûre à 100% que eux ils soient prêts à genre si jamais ce premier truc marche pas de vraiment tu vas lutter. Je me dis si t'as vraiment un projet et qu'au premier non tu t'arrêtes, c'est que t'es pas vraiment motivé quoi. Et du coup je sais pas, pour moi c'est un peu un test et j'aurais envie de le faire, mais je voulais aller en Islande cette année prochaine faire ce que je voulais faire, enfin comme j'ai fait en Laponie mais en Islande. Et je me dis, ce serait cool de faire un premier pilote avec certains trucs comme ça, mais je vois le temps passer et je me dis,
Je sais pas si je vais réussir à tout faire. Ouais. Et sans du Voilà. coup renoncer aux choses qui vraiment te font envie, quoi. Pour le job, il faut que j'arrive juste à mettre des limites. Mais là, comme c'est le début, bah, je m'investis aussi, mais il faut que j'arrive à doser. Mais Ouais. c'était déjà ma première partie de négociation. C'était, moi, je veux du temps pour partir en expé. Ils m'ont dit, ok. Donc voilà. déjà, première étape, Donc c'est déjà, bon. c'était bien. Ok, tu as su affirmer ce que tu voulais. Exact. Ok. Dernière petite question par rapport à cette hyperactivité. Tu as fait une retraite spirituelle de 10 jours. Ah ouais. Truc de fou. Et à la fin de ces 10 jours de méditation intense, donc tu nous raconteras comment ça s'est passé, tu as décidé de faire un tatouage. Tu nous racontes ? C'est anicca, ça veut dire impermanence. Et en fait, c'est ce qui te répétait pendant 10 jours. En fait, c'est une retraite vipassana, ça s'appelle. Et c'est 10 jours de silence. Et puis tu médites, tu te lèves à 4 heures du mat, tu médites 11 heures par jour. Et tu jeûnes à partir de midi. Tout le monde me dit, le silence et tout. Je dis, mais en fait, le silence, c'était la partie la plus facile parce que tout le monde jouait le jeu. Donc finalement, voilà. Mais méditer pendant 11 heures, ça c'est encore un niveau. Ah ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Et tu vois, il y en a qui abandonnent. Dans ma session, il y a 3 mecs qui ont abandonné, des femmes, elles sont restés jusqu'au bout. Mais mais moi j'avais jamais fait plus de 20 minutes d'affilée d'essais de tentatives de méditation. Et j'ai senti, en fait, c'est une technique qui est très focalisée sur les sensations. Donc en fait, tu scannes ton corps à observer les sensations. Là, ça pique, là, c'est chaud, là, c'est le frottement avec le t-shirt. Enfin, tu scannes ton corps comme ça. Et la théorie derrière, c'est de dire, voilà, la souffrance humaine, elle vient de 2 sources. L'une, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux qui n'arrive pas. Et l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux absolument pas qui arrive. Voilà. Et ça, tu peux plus ou moins tout mettre là-dedans. Et donc, et en fait, la théorie, c'est que toutes les émotions qu'on ressent, elles découlent d'une sensation physique. Donc, on a d'abord une sensation physique qui après se transforme en une émotion, sauf qu'on n'est pas entraîné à observer nos sensations. Donc, du coup, on chope déjà quand c'est au niveau de l'émotion. Et puis, une sensation désagréable va provoquer une émotion désagréable, qui à son tour va reprovoquer une sensation agréable, et qui après ça fait un peu boule de neige. Et donc si tu arrives à identifier tes sensations avant, et finalement nous on est addicts aux sensations. Donc quand tu vois quelqu'un qui a les papillons dans le ventre, etc., en fait c'est ça qui te plaît. Si après tu fais le bisou ou pas, c'est cool, mais enfin voilà. Ouais, okay. Et donc voilà, et donc ça t'apprend à observer les sensations de ton corps. Et moi, j'ai senti des trucs là-bas. Enfin, parce que du coup, tu deviens beaucoup plus fin dans l'observation. Moi, j'ai senti des trucs là-bas, j'avais jamais senti de ma vie. Genre, j'allais me coucher, je sentais tout mon corps qui tremblait. J'ai dit non, il faut que j'arrive à me coucher, à dormir là. Et c'était un truc de fou. J'ai juste médité. Hein. Ouais, juste. Et il y a des gens qui ressentent des choses beaucoup. Enfin, comme moi, j'ai pas senti, mais il y a des traumatismes qui ressortent. Bien sûr. Et au bout de quelques jours, la salle de méditation, parfois, c'est la salle des sanglots, quoi. Enfin, genre, c'est Kleenex. Mais tu ressors de là-bas. Ce qui est super intéressant, parce que du coup, en discutant avec d'autres personnes qui ont fait ça, en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais tu ressors de là-bas avec une sensation une impression en tout cas une grande confiance en toi. D'accord. Et une sensation que tout peut t'arriver et puis tu vas t'en sortir. It's okay, c'est pas grave. Et parce que en fait, tu t'as besoin que de toi, quoi. Et voilà, donc c'était assez bluffant. Okay, comme expérience. C'est une expérience qui a l'air quand même incroyable. Ouais. Et du coup, le tatouage en permanence, c'est ce qui impermanence. Donc ça veut dire que du coup, ils t'observent à observer les sensations et en fait t'observes, ils te disent observe que la sensation en fait elle passe. Donc toi t'es addict à cette sensation. En fait, tu ressens tes papillons ou tu ressens de la chaleur, etc. Mais en fait ça va passer au bout d'un moment. Donc en fait on devient esclave de quelque chose qui est impermanent. Et du coup parfois la sensation, elle dure très peu, mais l'impact de cette sensation, elle peut durer des heures, des jours, des années. Enfin, ouais. Bien sûr, un traumatisme ou quoi, ça peut... D'accord. Ah, donc c'est hyper intéressant. Donc tu le conseilles... Ah oui, moi je le conseille à fond. À tout le monde, y compris les personnes pas hyperactives. Surtout aux personnes pas hyperactives, ça va être plus facile. Mais non, bien sûr. Mais il y a des gens de tout. Quand je disais que l'impact peut durer beaucoup plus longtemps, c'est en fait, souvent... t'as une sensation qui est désagréable quand, je sais pas, quelqu'un te blesse ou un truc comme ça. Du coup, en fait, toi, tu vas générer cette émotion par rapport à la sensation que t'as. Et
l'impact de ta réaction, si l'émotion elle est très forte, l'impact peut aller beaucoup plus loin. Alors que si tu arrives à observer et de dire ok, bah là je suis en train de sentir ça va passer. Ouais. C'est déjà plus facile et ça te glisse dessus et ça te glisse peut-être pas dessus tout de suite, mais la théorie elle est très belle. Après en pratique c'est un peu plus dur, mais j'imagine. Ok. T'as pu la remettre un peu en pratique ou pas j'ai commencé, j'étais pas mal. Ils te disent ouais c'est bien 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et je dis ça va pas être possible. Ouais, c'est énorme. Et au bout de quelques mois j'ai un petit peu perdu parce que on est allé au truc de la télé, on est un petit peu perdu. Et là j'essaie de m'y remettre parce que je sens la différence, je sens que ça fait du bien. Mais voilà. Ok, bon bah trop bien. C'était une belle dernière question, je pense justement un peu plus sur un registre un peu plus méditation que sport et extrême. Mais il faut que tu interviewes. J'ai découvert un truc il y a un mois. Dis-moi. Corinne Sombrin, tu connais? Non. Mais moi depuis un mois je suis genre obsédée à ce truc. Regarde un film qui s'appelle le film c'est Un monde plus grand et elle a écrit un bouquin qui s'appelle La diagonale de la joie. Et en fait, c'est une musicienne. Dans les années 2000, elle est partie faire un reportage pour la BBC en Mongolie sur les rituels chamaniques. Quand ils commençaient le rituel, ils ont commencé à jouer le tambour et tout. Elle s'est mise à trembler, à aboyer comme un loup. Genre, elle est rentrée en transe. Du coup, on lui a dit, t'es chaman, il faut que tu viennes faire l'entraînement et tout. Et puis, en fait, ce qu'elle a réussi à faire, c'est de décorréler la transe des rituels. D'accord. Pour être entendue dans notre société qui est très scientifique, cartésienne, etc. Et du coup, maintenant, elle a réussi à développer une technique pour que n'importe qui puisse accéder à la transe. D'accord. Et même l'auto-induire sans forcément avoir un son externe. Mais ça lui a pris 20 ans. Hein. Mais c'était une warrior. Enfin, elle a fait un truc de fou. Moi, Okay. Bref. Je te conseille de chercher parce que c'est ultra intéressant. Ouais, Après, elle est très très prise. Je sais pas si tu vas arriver, mais ce serait bah non, mais c'est bien, ça me donne des suggestions. Je connais quelqu'un qui je me suis inscrite, ils font des formations, du coup, je me suis inscrite pour l'année prochaine. Ok, bah j'irai voir avec plaisir et puis si elle veut venir au micro, vraiment avec plaisir. Je sais pas si tu te souviens, on a un petit portrait européen à faire. Alors, Monica, c'est trop dur, c'est la question la plus dure. Si tu étais une capitale européenne, laquelle tu serais? Mais c'est super dur. C'est pas évident, hein. Parce que j'ai envie de dire Barcelone, mais c'est pas une capitale. Même ma première interviewée m'a dit ça, Barcelone, et après elle m'a dit c'est pas la capitale. Mais est-ce qu'on peut te l'accorder? C'est la capitale de la Catalogne. Voilà. On peut te l'accorder. Si c'est ta ville de cœur. C'est pour, mais c'est pas que pour ça, c'est parce que je trouve que mais alors que moi je retournerai pas habiter Barcelone parce que je suis pas du tout ville, mais il y a le côté genre, cosmopolite, multiculturel, soleil, t'as la mer, la montagne pas loin, enfin t'as un peu tout. Donc c'est pour ça. Ok. Puis après, bon, je suis de Barcelone. Donc... Non mais je te l'accorde. Allez, ça va. Ouf. Une question en moins. Si tu étais une spécialité culinaire de toute l'Europe. Hein. Toute l'Europe. Tu peux choisir. Il y a quand même pas mal de choix, je pense. Ouais. Pizza. Mais parce qu'elle c'est toujours bien une pizza. Ça passe toujours bien. T'as toujours envie de manger une pizza. C'est vrai. Tu fais un truc, une pizza. Tu vas être gros, fin, il y a tout. Voilà. Ok, une pizza. Si tu étais une boisson. Ça c'est dur. Si tu veux, je peux te donner des exemples que j'ai eus. Vas-y. Moi j'ai eu un verre de vin Bourgogne, un café serré italien, une sangria à l'espagnol. Non, mais je voulais dire, en fait, c'est peut-être boring, mais moi je voulais dire de l'eau pétillante. Ok. Parce qu'il y a des bulles, et du coup c'est genre un peu, ça a l'air calme comme ça, mais en fait il y a toujours plein de... Ouais. C'était la plus facile pour moi. Ouais. Je suis bizarre. Une eau pétillante suisse. Peu importe. N'importe. Allez, n'importe. Non, Suisse. Bon, ok, je vais dire Suisse parce que j'habite en Suisse. Mais... pour faire un peu de lèche. C'est important. Et enfin, si tu étais un lieu touristique. Si tu me dis Barcelone. Je suis jamais allée. Mais je pense que ça doit être un truc de fou. Madère, ok. Parce que t'as la montagne et t'as la mer. Ouais. Elle s'en est bien sortie. Bravo. Bravo, j'ai trouvé loin, hein, mais... Non, mais merci beaucoup pour tout, pour l'interview et tout. Et c'était trop chouette. Merci à toi. Et j'espère que ça va pas te donner trop de job. Non. Couper T'inquiète après. Pas. T'inquiète pas. Trop bien. Puis on va aller voir ton film. Bah ouais. Bah putain. Je vous rappelle que cet épisode a été enregistré dans le cadre du festival Femmes en montagne à Annecy.
Ce festival de films empouvoirant sur les femmes dans le domaine du outdoor est d'ailleurs encore disponible sur les plateformes en ligne via une billetterie dont je mettrai le lien en barre de description. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à me le dire sur les réseaux sociaux, ça me ferait énormément plaisir, ou alors à noter sur votre application d'écoute le podcast. Le film de Monica Lapland Explorer est également disponible dans les liens de la description et je vous invite sincèrement à aller le voir, c'est assez impressionnant. Dans cette attente, je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, ça dépend quand vous m'écoutez, et je vous dis à très bientôt.